Kilova et Mister c'est Marco Locondo. C'est le corps. Let's go. Bonnie boy go. Bonnie boy go. Bonnie boy go. Salut-moi bimango. Bonnie boy go. Mesdames, Messieurs, bonsoir, que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes chez vous ce mercredi 15 janvier 2020 pour la deuxième édition de cette nouvelle année. Simplement parce que le dimanche dernier, il y a eu un direct relatif à la clôture de la toute première édition de notre foire Village à Noël. Nous n'avons pas pu nous produire ce dimanche en soirée. Nous avons donc différé cette émission pour ce mercredi, heure généralement prévue pour la rediffusion. Voilà donc qui justifie notre présence chez vous ce soir, mais toujours dans l'optique du LBIA, le briefing de l'actualité, pour faire un chassé-croisé sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Le temps que notre deuxième invité nous rejoigne, un seul invité sur le plateau pour le moment, il s'agit de notre analyste politique Trésor Pabombaki. Bonsoir Trésor. Bonsoir. Avec lui, nous allons devoir épingler sur le plan national la question de l'effondrement de la corniche de Bakongo. Chez nous, bien entendu, on aurait dû commencer par là. Nous évoquerons comment les citoyens de la ville de Pointe-Noire perçoivent la circulaire du Premier ministre sur les premiers samedis. Il a été donné de constater que cette circulaire aujourd'hui a un but à une sorte d'incivisme. On y revient. Enfin, à l'international, nous parlerons de Donald Trump qui a essayé de calmer le jeu malgré les tensions avec l'Iran. Voilà, le décor étant planté, mesdames et messieurs, nous allons devoir souffler avec cette question d'échauffement. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, Trésor Pabombaki, vous êtes analyste politique. Dites-nous ce que vous constatez des politiques, de ceux qui pratiquent la politique au Congo en termes de rapport avec les médias. Déjà, il faut dire que les politiques congolais, que ce soit ceux de la majorité comme de l'opposition, à mon humble avis, ont des très mauvais rapports avec les médias, d'autant plus que de nature, force est de constater que plus de 99,99% ne sont pas des communicants. Et d'où le pourquoi je pense qu'il y a un bémol en termes relationnels entre ces hommes politiques et bien évidemment les professionnels des médias. Trésor, pourquoi pensez-vous que ces politiques sont frileux? Est-ce parce qu'ils ne savent pas communiquer ou parce qu'ils ont peur de leurs opinions? Bon, dire qu'ils ont peur, je ne crois pas, parce que certains d'entre eux organisent effectivement des conférences de presse. Mais par contre, je m'attarderai beaucoup plus dans le cas de la non-maîtrise, bien évidemment, de certains sujets relatifs à l'État, qui font, bien évidemment, que ces acteurs politiques ne puissent pas communiquer. Parce que lorsque vous voyez, bien évidemment, leurs sorties médiatiques, c'est souvent des sorties médiatiques basées sur la réactivité des faits qui se sont déjà posés et passés, et non pas simplement sur les faits de proactivité. Alors, le paradoxe, c'est que, généralement, quand on se voit dans la cité, ils nous font le reproche que nous n'ouvrons pas souvent nos médias à leurs activités, alors que le LBA est ouvert à toutes les obédiences, mais les politiques, les sachants, ont peur des plateaux de télévision. Bon, reste à savoir si réellement ce sont des sachants, parce que moi je m'inscris totalement en faux par rapport à cette appellation, parce que je pense... Ils sont nombreux dans la cité qui se disent sachants, mais ils ont peur de leurs propos sur la place publique. Effectivement, parce que si nous vivons effectivement tout ce désastre dans nos pays, c'est parce que ceux qui se disent être les sachants, donc notamment les élites, ne communiquent pas. Personne est à mesure de pouvoir faire la promotion de ses idées, ne fût-ce qu'avec l'infime connaissance qu'il a pour pouvoir contribuer bien évidemment à la construction et au développement du pays.
Voilà, ce n'est-il là que une question d'échauffement. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes politiques, vous qui vous essayez dans la politique, logiquement, les créneaux de nos médias vous sont ouverts pour vous permettre de vulgariser vos idées, mais le constat est quelque peu amer. On a l'impression que vous avez maille à partir avec les médias. On reproche souvent à la scène nationale de n'être tourné que vers le Parti congolais du travail. On fait ce reproche à Télé Congo de ne s'intéresser, de ne faire que la propagande du gouvernement, alors qu'il y a bien d'autres médias qui vous donnent les opportunités de réagir, mais vous ne saisissez pas la balle au bon. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous réitérons cet appel. Le LBA vous attend pour débattre de manière dialectique. Il ne s'agit pas, je l'ai toujours dit, de nous disputer, mais il s'agit de discuter, c'est-à-dire dialectiquement, d'apporter ses arguments pour pouvoir faire passer ses idées. Nous embrayons sur la toute première rubrique, il s'agit de l'actualité locale. On se retrouve après ce jingle. L'actualité locale, nous vous l'avons dit en introduction, il s'agit chez nous de l'incivisme observé lorsqu'il s'agit des premiers samedis du mois. On a la nette impression que désormais, cette circulaire du Premier ministre n'intéresse que ceux qui travaillent dans les bureaux ou ceux qui sont dans l'administration, tandis que pour ceux qui sont dans les boutiques, jusqu'à 10 heures, ils sont hermétiquement fermés, comme si de rien n'était. Ils attendent 10 heures pour ouvrir, justement. Je vous propose de suivre ce reportage. Cette journée du premier samedi du mois permet désormais à toute personne qui exerce quelque part de démarrer ses activités à 10 heures d'après le témoignage de certains dénonciers des magasins, ateliers, maisons de couture hors micro. Téné, les devantures de ces lieux sont envahies des ordures, les canalisations remplies de plusieurs détritus. Telles sont les preuves que cette note circulaire est foulée aux pieds par certains citoyens de la ville de Pointe-Noire. Je dirais que c'est de l'incivisme. Ça contribue à l'insalubrité du pays, du fait que c'est bafoué. Mais ce n'est pas bafoué par tout le monde. Certains le prennent au sérieux et d'autres non. Pour eux, ils voient que c'est seulement une perte de temps, ils attendent seulement 10 heures et ils ouvrent. Ils devraient le prendre au sérieux parce que c'est pour le bien du pays qu'on le fait. Ce n'est pas pour les pénaliser, c'est dans l'intérêt du pays. Avec l'incivisme, ça ne contribue pas au bon développement d'un pays. Une fois de plus, les décrets, les notes ministérielles et autres ne sont pas respectés par les citoyens. Je pense que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Le message a été peut-être mal compris des citoyens. Ce samedi, ça permet à ce que tout le monde puisse se rendre compte que chaque premier samedi du mois, il faut mettre de la propriété devant chez soi. On ne doit pas attendre que les services de la mairie ou je ne sais qui venir nettoyer devant chez toi, venir curer les caniveaux et tout. Mais nous-mêmes aussi, on doit le faire. Ça nous permet aussi d'éviter plusieurs maladies parce que la saleté, on sait les genres de maladies que ça attire. Donc je pense que chaque citoyen devrait prendre conscience afin de mettre de la propriété devant chez lui. Au lieu de faire la ronde des boutiques, ateliers et autres qui respectent ou non les heures d'ouverture, les autorités devraient peut-être insister sur l'assainissement. En tout cas, c'est le constat qui a été fait chez nous. Les premiers samedis du mois, devenu une mode, les tenanciers des boutiques restent jusqu'à 10 heures dans leur maison, attendant d'ouvrir. Entre-temps, autour de leurs installations, eh bien, le décor planté ne pousse pas à y accéder. Le décor planté ne vous attire aucunement. Trésor Pabombaki, ce reportage vous donne des éléments de commentaire? Bien évidemment, mais avant de commenter sur ce reportage, il est nécessaire de pouvoir rappeler les faits. D'où est-ce que cette note trouve sa source? Bien évidemment, cela remonte en 2011 après un voyage
bien évidemment, du chef de l'État à Singapour, où il a été véritablement frappé par un certain nombre de mesures qui se passent dans ce pays. Juste pour rappel, à titre de rappel, c'est qu'à Singapour, lorsque vous jetez un mégot de cigarette, vous devez payer 200 euros, ce qui fait autour de 130 000. En d'autres termes, lorsque vous avez souillé la rue, oui, vous avez une contravention qui vous donne de payer de l'argent. Bien évidemment. Et ces notes au niveau de Singapour sont suivies. Et donc, de retour du pays, notamment en juillet 2011, le président avait fait une conférence de presse où il avait souhaité, enfin proposé cela en termes de souhait. Il n'avait pas encore pris de décret. Et 7 ans après, notamment en 2018, fin 2018, nous avons pris un décret par le biais du Premier ministre pour pouvoir instaurer une journée nationale d'insalubrité. Donc, du coup, mais le bémol qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est vrai, on prend des notes, nous prenons des décrets, mais dans l'application, les décrets ne suivent pas. Il y a un fossé entre... Il y a un fossé. Mais pour comprendre le pourquoi il y a ce fossé-là, il faut tout simplement se dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que l'incivisme est tout simplement le résultat du laxisme. Lorsque l'État congolais, notamment les autorités, prennent des décrets, prennent des lois, derrière, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour pouvoir faire un suivi. Est-ce que, bien évidemment, les gens respectent telle disposition de la loi? Ce qui nous conduit évidemment à ce qu'il y a un certain nombre de boutiquiers qui ferment effectivement leurs boutiques, qui attendent 10 heures pour les ouvrir. Mais sauf que... Prenons justement le cas du département de Pointe-Noire, puisque nous y sommes. On a constaté que lorsque les amis de la force publique, ce samedi, passent dans la cité, c'est juste pour observer si les boutiques sont fermées jusqu'à 10 heures. Par contre, ils n'observent pas si le travail se fait effectivement autour de ces boutiques. Bien évidemment. Parce qu'il n'y a pas que de garder fermées les boutiques, il y a aussi qu'il faut nettoyer autour de ces établissements. Bien évidemment. En fait, c'est ce qui est triste. Parce que dans d'autres départements, pour ne pas citer dans la ville de Oyo, la journée de jeudi est réservée pour le nettoyage de la ville. Et c'est chaque semaine, chaque jeudi, vous allez à Oyo, jusqu'à 10 heures, aucune boutique n'est ouverte. En tout cas, nous avons eu la chance de visiter la ville d'Oyo. Il y a même des indications ou des calicots où c'est marqué Oyo ville propre. Bien évidemment. Systématiquement, on fait attention à la rue. Et la loi est claire. Les policiers dans la ville sont censés faire respecter cette loi. Alors que chez nous, vous l'avez bien su le dire, c'est qu'il y a bien évidemment des patrouilles qui passent dans nos juste pour vérifier si les magasins sont fermés. Telle ou telle boutique est fermée. Mais alors que l'objet même, le fond de la circulaire, c'est de faire nettoyer notre environnement immédiat. Voilà. Et Trésor, cela devait être valable non seulement pour les administrations, c'est-à-dire nos bureaux et nos écoles, mais aussi dans nos quartiers. Bien évidemment, mais dans nos quartiers. On ne voit pas dans nos quartiers les gens s'activer autour de leur maison. Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit tantôt, que l'incivisme est tout simplement le résultat du laxisme de la part des autorités. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut aussi décrier un certain nombre de pratiques de la police, parce que si vous ne leur donnez pas des moyens effectifs pour pouvoir couvrir toute la ville de Pointe-Noire, pour s'assurer de l'effectivité de la réalisation ou bien de l'observation de la note prise par le Premier ministre, vous comprenez avec moi qu'ils ne feront que circuler dans les grandes artères pour voir telle ou telle boutique est ouverte ou pas, mais ils ne rentreront pas dans les ruelles pour s'assurer effectivement que les ruelles sont propres, comme le faisait il y a 30 ans le service d'hygiène. Trésor, au moyen des médias comme nous le faisons, ici et maintenant, est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent, ne sont pas au courant qu'il y a une circulaire du Premier ministre qui voudrait que nous assainissions, que nous rendions propres nos habitations? Est-ce que les gens ne sont pas au courant? Vous savez, il y a ce qu'on appelle... Peut-être attendre-t-il la chicotte, comme on dit que le noir aime la chicotte, comme à une certaine époque. Non, ce n'est pas que le noir aime la chicotte, mais c'est bien évidemment la... C'est une vérité vraie. Non, ce n'est pas une vérité vraie. Il faut retracer les choses clairement. Alors, aujourd'hui, il y a 30 ans, lorsque le service d'hygiène, je rappelle bien, lorsque le service d'hygiène fonctionnait normalement et faisait des descentes dans des parcelles, dans des quartiers... Mais justement, le service d'hygiène descendait pour flanquer des convocations, faire payer de l'argent, et ça marchait. Et ça marchait. Mais pourquoi on le fait pas?
depuis un certain temps, notamment avec l'avènement de la conférence On nationale. a l'impression que le service d'hygiène aujourd'hui, c'est le parent pauvre. Mais il savent plus à quel ça se vouer. En fait, c'est vrai que le service d'hygiène est devenu un parent pauvre, mais c'est parce qu'on l'a extrait de la substance qui faisait normalement sa force pour pouvoir faire un certain nombre de descentes. Aujourd'hui, c'est un service paralysé. Et donc, pour revenir sur le fond de notre... pourquoi les populations... Nous sommes sur la circulaire du Premier ministre, l'incivisme observé dans la ville de Pointe-Noire, où on pense que cette circulaire ne concerne que les bureaux et les écoles. Dans la cité, rien ne se fait. Oui, mais c'est le jour où l'administration, sous l'impulsion des autorités, va pouvoir s'atteler sur l'observation de cette note que les gens vont pouvoir se réveiller. Aujourd'hui, lorsque vous affligez ce qu'on appelle un certain nombre d'amendes pour telle ou telle fraude, au bout de 2 fois, au bout de 3, 4, 5 infractions, eh bien, les gens vont comprendre que voilà ce que doit être le pays. La ville doit être propre à tel ou tel niveau, et même lorsque votre voisin, vous allez observer votre voisin en train de jeter un mégot de cigarette, eh bien, ça sera d'abord à vous de pouvoir l'interpeller pour lui dire non, c'est pas comme ça, voilà, la ville doit être propre. Et ça se passe exactement comme ça, Trésor, au cabinet à côté. Oui, je vous assure qu'au cabinet, vous êtes dans un taxi en train de mâcher, c'est le chauffeur qui vous dira, s'il vous plaît, quand vous aurez fini de mâcher, ne balancez pas votre saleté dans la rue parce que vous risquez de vous attirer la foudre des soldats. Il faut alors descendre, mettre dans une pochette et jeter dans une sorte de bac à ordures. Ça veut dire qu'il y a une rigueur au niveau de la gestion de la cité. Oui, c'est vrai qu'il y a une rigueur. Mais vous voyez que là, en fait, c'est ce qui fonde normalement le fonctionnement des municipalités. Dans d'autres pays, ça, ce sont des lois qui sont prises. On est dans un bus, on est en train de manger une banane, de suite on balance les épultures à travers les hublots ou les ouvertures pour envoyer dans la rue. Et on n'est pas inquiété du tout. C'est pas normal. Non, en fait, voilà. Vous convenez avec moi que c'est pas normal. Mais d'un côté, vous allez aussi entendre un certain nombre d'autorités qui disent que nous, on n'a pas d'argent, il y a la crise. Mais bien évidemment, si aujourd'hui les autorités se mettent à s'atteler pour assainir nos villes, pour que les villes soient bien évidemment propres, en mettant en place un certain nombre d'amendes que les gens qui troublent effectivement l'ordre public puissent payer, eh bien, je pense qu'au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ça ne va plus devenir ce qu'on appelle tout simplement les premiers samedis du mois que les gens doivent nettoyer la devanture de leur maison, mais bien évidemment, ça va devenir une chose récurrente et ça se fera tous les jours. Rapidement, pour boucler avec ce sujet, Trésor, si on parlait du civisme comme attachement à la patrie, attachement au pays pour pouvoir participer au développement. Oui, en fait, c'est vrai, mais je retiens une chose, c'est que nous sommes des gens. Lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on est attaché à son pays, on suit les directives qui sont données par les autorités. Vous savez, il y a 2 directives dans ce sens-là. Il y a la première directive qui concerne à consigner des écrits sur un papier et à vouloir le brandir pour que les populations puissent bien évidemment l'observer. Ça, eh bien, nous savons d'où est-ce que ça nous mène. Effectivement, ça nous emmène à des actes d'incivisme où personne ne le respecte. Deuxième modèle, c'est que le chef, c'est-à-dire les autorités, doivent briller par ce qu'on appelle l'exemplarité. Si eux-mêmes déjà ils se mettent bien évidemment au pas, les gens vont suivre. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand vous allez au Rwanda, la journée nationale du nettoyage du pays, eh bien, même le président descend dans la rue avec sa pioche, avec sa pelle pour aller nettoyer. C'est le cas du département de Pointe-Noire. On a souvent vu le préfet du département, que je salue en passant, Alexandre Honoré Paca, pourquoi pas le maire de la ville, Jean-François Candot, descendre dans les administrations, mais aussi dans son propre environnement pour aider à travailler. Par contre, on reste sur cette logique où les citoyens ou le citoyen lambda pense que c'est l'affaire des bureaux, que dans la cité, on ne devrait pas emboîter le pas. Non, en fait, si nous imputons effectivement tort aux citoyens lambda, eh bien, je ne cesserai de vous dire que les citoyens lambda ne fait que faire ce qu'ils voient faire les autorités. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'activité ne concerne pas. Si le premier citoyen de la ville prend sa pelle ou son balai,
le citoyen lambda devrait faire la même chose. Si cela se fait chaque mois et que nous voyons dans nos villes, les autorités puissent descendre dans les rues avec leurs pioches, leurs pelles, je vous assure que il va arriver au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, les populations vont également emboîter le pas. Trésor, vous ne pensez pas quand même qu'il faut une petite dose de coercition pour que les gens comprennent que il faut s'accommoder de la vie en communauté. Il y a des règles lorsqu'on vit en communauté. Lorsqu'on laisse tout le monde faire comme il veut, on est dans une sorte d'abbaye de Thélème, comme on le vit aujourd'hui. Ce que vous avez dit de très bon que j'ai retenu, c'est que lorsqu'on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, mais ça nécessite effectivement l'exemplarité. Or, l'exemplarité doit être impulsée par les autorités. Donc, si et seulement si, je le répète encore, que les autorités puissent emboîter le pas, bien évidemment, à ne pas oublier les méthodes, non pas coercitives, mais si coercition il doit y avoir, ça doit être en termes pécuniaires. La sanction, mais c'est une sanction, la sanction, bien évidemment. Trésor, a une valeur pédagogique. On a de cesse de le dire. On a tendance aujourd'hui à reprocher ce fait au chef de l'État, qu'on parle depuis un certain temps des antivaleurs, mais on ne sanctionne pas. On voudrait qu'on sanctionne autrui, mais il faut que ça parte aussi de notre environnement immédiat. La sanction, certes, est hiérarchisée, mais la sanction est fondamentalement pertinente parce qu'il y a un côté pédagogique. Lorsque vous êtes frappé une fois, la prochaine fois, vous ferez attention. Bien évidemment, mais moi, je suis favorable. Donc, nous ne disons pas chicoter ou frapper pour frapper, mais frapper pour donner des enseignements. Moi, je suis d'accord pour que l'on puisse frapper avec des amendes, bien évidemment, mais sauf qu'en contrepartie, il faudra que les municipalités, sinon les autorités, puissent éventuellement assurer un environnement sain pour que le public puisse bien vivre et puisse bénéficier. Voilà, nécessité que la municipalité assure un environnement sain pour permettre aux citoyens dans cet environnement de faire attention, de suivre les directives qui sont données. Il me souvient par exemple que du côté de Brazzaville aujourd'hui, il y a des sanitaires publics, ce qui fait que logiquement, vous ne pouvez plus aller faire miction sur les murs alors qu'il y a des, il y a des sanitaires publics. Il faut faire ces dotations, il faut créer le conditionnement nécessaire pour que nos villes ressemblent à celles d'autres cieux considérées comme étant des cités ou des villes modernes. Nous passons à l'actualité nationale. L'actualité nationale, c'est justement ce qui s'est passé les 7, j'allais dire les 6 et 7 janvier dernier, donc de ce mois du côté de Brazzaville. Il y a eu une série de pluies diluviennes qui ont causé du tort aux citoyens de Brazzaville. Vous avez appris, par exemple, qu'un édifice aussi intéressant pour les Brazzavillois, pourquoi pas les Congolais d'une manière générale, un joyau a pris un coup, s'est effondré par endroits. Je vous propose de suivre ce reportage. Une partie de la corniche s'est effondrée à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Brazzaville ces derniers jours. Hier jeudi, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, s'est rendu sur les lieux pour se rendre compte des dégâts causés par ce glissement de la voie construite il y a 4 ans par une société chinoise. Le ministre Jean-Jacques Bouya a souligné que les ballasts qui soutiennent l'ensemble de la chaussée sont restés longtemps dans l'eau avec la montée des eaux du fleuve. Après l'effondrement d'une partie du trottoir de la corniche, cette route ne sera plus opérationnelle en attendant que soient établies scientifiquement les causes de la catastrophe avant la réparation. Voilà, cette route, cette belle corniche n'est plus opérationnelle en attendant que la société chinoise revienne faire le diagnostic, mener une enquête sur comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est exactement passé avant, bien entendu, de terminer sur la réhabilitation de l'édifice. Alors, Trésor, quel commentaire vous inspire ce reportage? Déjà, il faut dire que par rapport à la lecture que nous devons donner à ce reportage, c'est que nous notons que l'État congolais a englouti 70 milliards de francs CFA dans un projet qui 70 milliards pour réaliser cet édifice. Voilà, pour réaliser cet édifice qui devrait normalement constituer
être parmi les joyaux de la République, mais au bout de 4 ans, nous venons d'assister à une triste réalité, d'où une grande partie, notamment les trottoirs, qui venaient de s'effondrer alors que c'était, je pense, à mon humble avis, l'ouvrage, sinon l'édifice, la plus fréquentée par les Congolais. Donc je pense que... Après 4 ans. Oui, après 4 ans. Et donc ça, c'est très triste. Mais cela va de soi avec ce qu'on appelle la mauvaise qualité des ouvrages que nous érigeons dans notre République depuis un certain temps. En d'autres termes, de votre point de vue, l'effondrement de cet édifice est dû à la mauvaise qualité du travail abattu. Déjà, ce point est très fondamental parce que ça se voit un peu partout, dans plusieurs pays où il y a effectivement des montées des eaux. Aujourd'hui, on peut accuser le dérèglement climatique, mais une fois que ces eaux rejoignent leur ligne normale, eh bien, on voit effectivement que les édifices construits selon les règles de l'art restent en l'état. Voilà, restent en l'état. Donc ça, c'est un fait. Donc le fait déjà que chez nous, avec, il faut dire les choses, une petite montée des eaux du fleuve Congo, eh bien, on a constaté cela, il faut déjà attirer l'attention que nous construisons un certain nombre d'édifices en mettant énormément de milliards, mais ce n'est pas bien fait. Maintenant, pour retracer très rapidement... Vous insistez sur le fait qu'on construit énormément d'édifices à coups de milliards. C'est comme si vous remettez en doute le rapport entre le coût des édifices et la qualité des édifices. Bien, en fait, il est nécessaire que l'on puisse remettre cela en cause. Pourquoi? Parce que dans la logique, c'est que lorsque l'on voit énormément de milliards... Vous pensez que, en d'autres termes, par rapport à la nature et la qualité des édifices, on dépense beaucoup plus d'argent qu'on ne le devrait? On dépense beaucoup plus d'argent qu'on ne le devrait, c'est vrai. Mais il y a une chose très importante, c'est que une fois qu'un pays décide d'investir énormément sur les infrastructures, eh bien, ce pays doit normalement s'assurer de la normalisation appliquée et qui sera appliquée et suivie par toutes les entreprises, par tous les intervenants du secteur de la construction dans le pays. Concrètement, ça veut dire... Concrètement, je vais vous donner des éléments très clairs. Le premier code de la construction congolais date de 1988, qui était obsolète, que personne aujourd'hui n'applique. Et que ce code avait été revisité par l'Assemblée, tout simplement, revisité par l'Assemblée en novembre 2018 et qui a été promulgué en mars 2019. Mais la révisitation qui s'est faite dans cette loi-là ne tablait que sur des questions des finances. Et donc, lorsque vous revoyez la normalisation chez nous dans le pays, on n'a pas une normalisation. Chaque entreprise vient et construit selon les normes de son pays, alors que nous n'avons pas, bien évidemment, le même écosystème. Donc ça, c'est un point. Maintenant, pour revenir très rapidement, c'est que sur cette chaussée, il y a de cela 6 mois, il y a de cela une année, on observait déjà des traces, des fissures sur les trottoirs. Et vous convenez avec moi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des montées des eaux. Donc ça veut dire que l'ouvrage n'était pas exécuté selon les règles de l'art. Ça, c'est une première constatation. Donc les gens ne doivent pas oublier. Alors la première constatation, c'est que la plupart de nos édifices, bien que construits à coups de milliards, ne le sont pas selon les règles de l'art. Il y manque une certaine normalisation, une certaine qualité. Un autre aspect, c'est le dérèglement climatique. Il faut avouer qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique, comme n'a de cesse de le rappeler ces derniers temps le président de la République, se justifie par la montée des eaux. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, le rayonnement du soleil et les pluies ne sont plus comme celles d'hier. On a l'impression que c'est des catastrophes. Oui, c'est vrai, mais sauf que si nous partons du principe que le dérèglement climatique est tout simplement le fruit de l'activité de l'homme sur la planète, eh bien, vous convenez avec moi que les premiers fautifs, c'est nous-mêmes. Et donc, dans un pays comme le Congo, qui est normalement entouré des eaux, des fleuves,
et de ses affluents. Qui fait partie du bassin du Congo. Voilà, qui fait partie du bassin du Congo. Le deuxième poumon écologique du monde. Donc, ça, c'est selon les Occidentaux. En fait, après l'Amazonie, bien entendu. Oui, parce que en réalité, le premier poumon économique se trouve en Russie. Mais bon, on n'en parle pas souvent. Mais bon, bref. Mais pour revenir, pour des besoins certainement géopolitiques. Bien évidemment. Mais pour revenir dans le fond du débat sur notre question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons axé bien évidemment notre économie sur l'exploitation du bois. Donc, il y a ce qu'on appelle la déforestation. Mais le reboisement généralement ne suit pas parce que tout simplement nos autorités ne se déplacent que tous les 6 novembre pour aller planter 2-3 000 arbres et pensant que ces 2-3 000 arbres vont pouvoir couvrir ce qu'on appelle l'activité annuelle de déforestation qui s'est effectuée au sein du pays. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, pour revenir, il y a un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on constate bien évidemment le dérèglement climatique, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de pluies qui s'est abattu, mais lorsque vous construisez les ouvrages selon les règles de l'art, eh bien, une fois que les eaux vont repartir, les ouvrages resteront comme tels. Or, c'est pas ce qui se fait. Parce que construit selon les règles de l'art. Or, c'est pas ce qui donc, se quelle fait. que soit la montée des eaux, les ouvrages restent intacts. Mais pour rappel, on connaît des grandes villes de ce monde qui sont construites sur les eaux. C'est le cas d'Amsterdam, c'est le cas de la ville de Venise. Voilà, donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est un faux débat. Pourquoi c'est un faux débat? Parce que nous voyons bien évidemment avec les effondrements, les éboulements dans les quartiers nord de Brazzaville, eh bien, c'est que nous avons tracé nos villes, nous avons laissé les populations aller s'implanter sans pour autant que l'urbanisation puisse précéder. C'est déjà il y a un problème d'urbanisation, un phénomène d'urbanisation. Oui, donc il y a un problème de manque de sérieux dans la politique. Voilà, dans la politique urbaine de nos villes. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a un fait très important que je constate, bien évidemment, lorsque je suis, que ce soit les autorités en place, que ce soit les opposants, que ce soit même les sachants, les gens n'abordent pas cet aspect des choses. C'est quoi l'aspect des choses? Ce que nous décrions aujourd'hui, c'est bien évidemment, premièrement, les inondations. Que ce soit au nord du pays, comme dans Brazzaville. Mais ces inondations est le fruit de quoi? Ces inondations sont les fruits, bien évidemment, de l'eau du fleuve Congo qui s'est bien évidemment déversé dans ces différentes rives, que ce soit du Congo Brazzaville comme du Congo RDC. Mais c'est quoi le problème? C'est que il y a 10 ans, ça ce sont des faits clairs, vérifiables par tous, même si ici au Congo les gens ne le maîtrisent pas. En RDC, on a construit ce qu'on appelle la 25e commune de la ville de Kinshasa, qu'on appelle la cité du fleuve, où on a érigé 2 îles dans le fleuve Congo. Ce qui a permis bien évidemment à rétrécir le lit d'écoulement du fleuve Congo dans ces endroits-là. Vous convenez avec... Alors, bon à savoir pour nos téléspectateurs, du côté de la République démocratique du Congo, on a construit 2 îles, mais artificielles sur le fleuve Congo, qui deviennent des quartiers où les gens peuvent habiter aujourd'hui. Et ceci n'est pas sans conséquence. Non, oui, non pas simplement les gens. Aujourd'hui, la résidence officielle du président de la RDC, notamment Félix Tshisekedi, se trouve dans ce quartier-là. En d'autres termes, l'actuel président de la RDC habite la cité du fleuve. Oui, habite la cité. Donc sur le fleuve Congo. Voilà, sur le fleuve Congo. Donc ça, c'est un fait que les gens doivent savoir. Deuxième fait, c'est bien évidemment la construction du plus grand barrage d'Afrique, qu'on appelle Inga 3, dans le fleuve Congo. Et vous convenez avec moi que quand on construit un barrage, on doit pouvoir soit rediriger les eaux, soit bloquer les eaux pendant un certain nombre de temps. Ce qui permet bien évidemment, ou bien qui concourt à ce que les eaux en amont, le volume des eaux en amont puisse augmenter. Et donc, avec les pluies qui s'abattent dans le pays, vous convenez avec moi que bien évidemment, l'eau doit pouvoir sortir de son lit naturel. Et ça fait justement partie, j'y arrive, des dérèglements climatiques dont on parle. On modifie un dispositif naturel, l'évidence c'est qu'il y a des conséquences sur l'environnement. Justement, mais c'est ce qu'on appelle l'activité de l'homme. Mais aujourd'hui, le bémol, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de rappeler l'histoire, mais si on rappelle l'histoire, c'est pour éventuellement appeler ce qu'on appelle les autorités à ne pas simplement se focaliser sur la question du dérèglement climatique, dans le sens où il y a eu beaucoup plus de volume d'eau qui était tombé ce jour-là
mais bien évidemment parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux et jusqu'à aujourd'hui qui continuent sur le fleuve Congo. Et à cela, normalement, les autorités de notre pays doivent se rapprocher auprès des autorités de la RDC pour se convenir afin qu'on nous démontre éventuellement que ces différents projets n'ont pas, bien évidemment, dérogé à l'environnement immédiat. Parce qu'aujourd'hui, les inondations, l'île dont on parle, ou bien les deux îles dont on parle, qu'on appelle la cité du fleuve, à l'heure où l'on parle, ces deux îles sont inondées aussi. Malheureusement. Malheureusement. Et donc ça, on n'en parle pas. Donc je penserais que, je souhaiterais, bien évidemment, c'est ma contribution, que les autorités congolaises de Brazzaville puissent se rapprocher. Aider pour parler avec leurs homologues de l'autre rive pour comprendre si ces deux îles, la fameuse cité du fleuve, sur le fleuve Congo, n'a pas d'impact sur les deux rives. De toute façon, on croirait que c'est une évidence, puisque nous avons les preuves que ce soit du côté de Kinshasa, que ce soit du côté de Brazzaville, ces derniers temps, les pluies causent préjudice aux populations. Bien évidemment. Donc je pense que c'est un fait important dans ces projets de grande nature, ou bien dans des projets visant par exemple à ériger des îles au sein des fleuves, qui sont bien évidemment des fleuves limitrophes entre deux pays. Les deux pays doivent s'asseoir, doivent collaborer ensemble pour s'assurer effectivement que l'impact environnemental sera maîtrisé. Or, à voir ce qui se passe dans le pays, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit de notre côté, du côté de Brazzaville, comme du côté de la RDC, eh bien, on convient que ces études-là n'ont pas été maîtrisées. Parce que si ces études ont été maîtrisées, excusez-moi, je ne pense pas qu'on devait observer ces inondations, qu'on devait observer que les eaux du fleuve ont éventuellement dérogé à leur lit naturel. Voilà au sujet donc de cette question, vous allez lire ce sujet relatif à l'effondrement de cet édifice de la Corniche que nous avons tant aimé, un joyau pour la République, tout le monde le regrette, mais on a évoqué un premier aspect, la norme qui semble-t-il n'a pas été observée, parce que sous d'autres cieux, il y a des édifices qui subissent la furia des eaux, mais qui subsistent. Oui. Ça veut dire que là, il y a eu un souci. Oui. Et un deuxième aspect, pour boucler, on va revenir trésor, il y a le dérèglement climatique. Des travaux qui ont été réalisés sur le fleuve Congo, qui inévitablement favorisent la montée des eaux sur le continent. Bien évidemment, mais pour revenir d'abord sur la première phase, c'est que force est de constater que dans ce genre de construction, lorsqu'on construit au bord de l'eau, que ce soit l'océan, que ce soit mer, fleuve et tout, normalement on érige ce qu'on appelle des digues pour pouvoir soutenir ce qu'on appelle les terres d'un côté et pouvoir empêcher l'eau de pouvoir attaquer les ouvrages, choses qui ne se font pas généralement dans nos constructions. Donc ça, ce sont des points importants à pouvoir noter. Mais il y a un fait très important que aujourd'hui, que les gens ne soulignent pas aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie à la crise. Nous voyons la situation notamment des retraités qui aujourd'hui se retrouvent avec des mois ou bien des trimestres d'impayés. Mais avec l'effondrement d'une partie de la corniche, eh bien, l'État congolais a alloué en urgence ce qu'on appelle un certain nombre de fonds pour la reconstruction. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que si nos autorités avaient pris notamment au sérieux la construction ou bien le suivi en termes d'entretien de cet ouvrage, on devrait éviter à aujourd'hui encore débourser des milliards. Oui, enfin, non seulement on devait éviter cette catastrophe, mais bien évidemment, on devait aussi rediriger les milliards qui sont aujourd'hui alloués à la reconstruction à pouvoir traiter des questions sociales du pays. Voilà. Lorsque une œuvre est bien faite, plutôt que de reconstruire chaque fois, eh bien, l'argent serait alloué à régler plutôt les problèmes sociaux qui, faut-il le dire en passant, se posent avec beaucoup d'acuité ces derniers temps dans nos différentes sociétés. Troisième et dernière partie de ce LBIA, l'actualité internationale. On se retrouve après ce jingle.
L'actualité internationale, c'est justement cette pression qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Iran, vous le savez, après avoir frappé un convoi iranien du côté de l'aéroport de Bagdad. Les Américains ont assassiné, on peut le dire comme ça, en tout cas ils ont tué, comme le dit la presse internationale, un des généraux iraniens, en la personne de Qassem Soleimani. Ceci a suscité la riposte de l'Iran qui n'a pas manqué de concrétiser ses propos en envoyant quelques 12 roquettes du côté des bases américaines en Irak. Et bien entendu, le président américain est revenu à la charge, contrairement à ce que tout le monde pensait. Il est resté assez conciliant, bien qu'il a brandi la menace économique. Je vous propose de suivre ce tellement. La mise en scène est savamment travaillée. À la Maison-Blanche, Donald Trump fait son apparition, attendu par une nuée de photographes. Il prend place autour de son état-major. Le ton est martial. Tant que je serai président des États-Unis, l'Iran ne sera jamais autorisé à avoir l'arme nucléaire. Bonjour à tous. Aucun Américain n'a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière perpétrée par le régime iranien. Une déclaration solennelle du président des États-Unis après une attaque perpétrée à 10 000 km de Washington. En pleine nuit, 22 missiles sont tirés vers deux bases irakiennes, Ain al-Assad, à l'ouest du pays, et Erbil, au nord. Deux cibles stratégiques, certains des 5200 soldats américains y sont déployés. L'opération est iranienne et baptisée Martyr Soleimani. Téhéran veut venger son général, Qassem Soleimani, tué par l'armée américaine le 3 janvier dernier. L'Amérique a été frappée comme une gifle en pleine face la nuit dernière. L'action militaire n'est pas suffisante. L'important est de mettre fin à la présence corrompue des États-Unis dans la région. Dans les rues de Téhéran, on brandit le portrait de Qassem Soleimani. On scande « À bas les États-Unis »,« À bas Israël ». Les attaques viennent juste de commencer. Comme notre guide le dit, s'ils nous touchent une fois, nous les frapperons 10 fois. Nous sommes très fiers d'avoir pris notre revanche avant l'enterrement de Soleimani. J'ai un bon pressentiment. J'espère que la vengeance va continuer et j'espère voir Trump échouer. Téhéran a-t-il vraiment voulu tuer des soldats américains? À part quelques dégâts matériels, le bilan de l'opération apparaît très décevant militairement. C'est la première fois depuis bien longtemps que les Iraniens s'attaquent directement à des installations américaines. Ce sont des missiles balistiques qui ont été envoyés en clair. On envoie un message côté iranien, mais on explique aussi que si on avait voulu vraiment toucher des vies humaines, si on avait voulu vraiment faire énormément de dégâts, on l'aurait fait. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Une réponse maîtrisée, proportionnée. C'est une façon de dire nous respectons les règles internationales, au contraire des Américains. Une réponse maîtrisée, mais qui inquiète la communauté internationale. L'OTAN exhorte l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle violence. La Turquie et la Russie appellent à la retenue. Israël se veut également ferme. Nous nous tenons fort contre ceux qui cherchent à atteindre nos âmes. Nous sommes déterminés et forts. Quiconque nous attaque recevra une riposte retentissante. Malgré la sévérité de son discours, notamment sur le nucléaire iranien, Donald Trump n'a pas annoncé de réplique militaire pour l'instant. Nos missiles sont gros, puissants, précis, mortels et rapides. Au peuple et aux dirigeants de l'Iran, nous voulons que vous ayez un avenir et un grand avenir. L'avenir que vous méritez. Un avenir de prospérité dans votre pays et d'harmonie avec les nations du monde. Les États-Unis sont prêts à embrasser la paix avec tous ceux qui la souhaitent. En attendant,
C'est sur le terrain économique que va se jouer la guerre des nerfs avec l'Iran. Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions financières contre Téhéran. Voilà, Donald Trump a annoncé que la pression maximale se porterait sur le plan économique plutôt que sur le plan militaire. Quiconque veut la paix, en tout cas les États-Unis embrasseront la paix avec eux. C'est sur ces mots que Donald Trump a terminé son propos, ce qui a donné aux analystes d'estimer que Donald Trump a su calmer les ardeurs parce que la pression était véritablement montée du côté de l'Iran. On a vu d'ailleurs cette grande inclination à la revanche. Oui, c'est vrai, mais déjà il faut comprendre ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il a juste réédité ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire au départ, il augmente les enchères avec la tension. Il monte la pression, voilà, la tactique de la pression maximale. Bien évidemment, et après un moment, il redescend. Et donc, il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue entre les Américains d'un côté et l'Iran de l'autre, c'est, à mon avis, juste une guerre froide qui se basera bien évidemment sur les intérêts économiques. Parce que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il ne cesse de décrier les accords. Voilà, il a commencé par bouder les accords sur le nucléaire. Bien évidemment. Alors que du temps d'Obama, le 14 juillet 2015, l'accord sur le nucléaire avait été paraphé. 2015, c'est ça? 2016. En 2018, Donald Trump a demandé à son État de sortir du nucléaire, de l'accord du nucléaire. Oui, en fait, bon, tout comme un bon chef d'État qui veut que son pays puisse gagner sur le terrain des négociations, donc Trump vient pour pouvoir renégocier un certain nombre de contrats avec d'autres pays que ses prédécesseurs avaient eu à conclure. Et donc aujourd'hui, sur la question iranienne, eh bien, il veut très clairement pouvoir contrôler une grande partie, sinon toutes les ressources de l'Irak, chose que l'Iran... Les autres n'entendent pas de la même Voilà, et donc partons sur ce principe-là, je pense que la décision du président Donald Trump de pouvoir calmer le jeu, c'était bien évidemment justifié, d'autant plus que la réponse iranienne n'avait pas touché des vies. Il a d'ailleurs dit qu'il n'y a eu aucune victime américaine. Bien évidemment, parce que dans la logique américaine, c'est que dès l'instant que les Amériques sont attaquées et qu'une vie est notamment perdue, eh bien les Américains sont censés pouvoir frapper 10. Et ils ont menacé d'ailleurs d'envoyer le porte-avions Abraham Lincoln dans le Golfe, oui, avec des B-52. Oui, c'est vrai, mais tout ça, c'est ce que j'ai appelé tout simplement la guerre froide. Parce qu'aujourd'hui... C'est de la pression. Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, les affrontements directs ne vont ni avantager les États-Unis, ni les Iraniens, et encore moins nos pays à nous, qui sont très souvent dépendants des grandes décisions. Qui, bien qu'au loin, pourraient également subir... quelques répercussions de cette guerre, voilà. Comme on le voit d'ailleurs à travers le dérèglement climatique. Et le président de la République l'a dit, les causes sont certainement lointaines, les pays industriels sont au loin, mais n'empêche qu'il y a des répercussions chez nous. Oui, c'est vrai, et donc je pense que tous les pays, notamment, doivent s'y atteler à ce qu'il n'y ait pas d'affrontement direct. Non. Mais aujourd'hui... Il faut éviter la Troisième Guerre mondiale. Bien évidemment, il faut l'éviter. Parce qu'au départ, Donald Trump disait, si vous ripostez, nous allons frapper 52 sites de l'Iran. Et les autres dire, ben nous on va frapper l'Irak, on va frapper l'Israël. Bien évidemment. C'est extraordinaire. Je pense que sur cette question, tous les camps, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Iran, chacun veut tirer le drap de son côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que si les pays comme l'Iran qui se battent sur le terrain de l'autodétermination et que certaines puissances ne veulent pas à ce qu'ils puissent accéder à un certain nombre d'outils qui vont leur servir de pouvoir se défendre eux-mêmes et défendre leurs propres intérêts. Je pense que nous, les pays africains, il faudrait qu'on puisse déjà en tirer des leçons pour pouvoir mieux se constituer au combat futur. Donc l'enjeu de cette tension entre l'Iran et l'Irak, c'est le nucléaire, la maîtrise du nucléaire. Oui, la maîtrise du nucléaire, parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses, c'est qu'aucune puissance économique
ne peut atteindre un pic si vous n'avez pas la maîtrise du nucléaire. Or, aujourd'hui, le nucléaire, c'est ce qui constitue, bien évidemment, la force. C'est ce qui va vous donner, bien évidemment, la puissance de pouvoir défendre et votre pays, et vous-même, et encore plus vos intérêts, même hors de vos frontières. Et donc, je pense que c'est un combat que l'Iran est en train de mener aujourd'hui, et que je souhaiterais aussi demain que les pays africains puissent mener ce combat, parce que la maîtrise du nucléaire constitue non pas simplement la maîtrise de l'énergie, mais aussi la maîtrise de votre système de défense. Comment, de votre point de vue, les pays africains participeraient à ce combat? En mettant en place une politique de défense commune. En mettant en place une politique de défense commune. Et donc c'est par ces mots de Trésor que nous bouclons cette édition qui a porté essentiellement sur le plan local sur l'incivisme observé en ce qui concerne les premiers samedis du mois. Sur le plan national, nous avons évoqué l'effondrement de la corniche de Bakongo après les dernières pluies diluviennes. Et en international, nous parlions de cette pression qui a véritablement monté entre les États-Unis et l'Iran. Heureusement qu'au dernier moment, les ardeurs se sont calmées parce qu'il faut transposer le combat sur le plan économique. Merci à Trésor Pabombaki pour cette participation dynamique. Merci. Également à vous, merci bien chers téléspectateurs pour votre attention combien religieuse, si Dieu nous prête vie. Et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, je nous retrouve dimanche en soirée. Vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.